Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de votre édition du 29 octobre. Ouverture ce matin à Alger des travaux du sommet Algeria Future Energy. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Ahmadou Yahya et du ministre de l'Énergie Mostafa Guitouni. Le sommet du pétrole et du gaz se tient sous le thème de la diversification, l'innovation et l'investissement. La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale planche sur la loi de finances 2019, une loi de finances qui maintient la politique sociale de l'État. Les détails dans notre journal. Et enfin, on terminera ce journal avec du 4e art, une pièce théâtrale intitulée Sekita ou la silencieuse, adaptée du roman Le journal d'une femme de ménage de l'écrivain français Octave Mirbeau, se joue au théâtre régional de Constantine. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a assuré de ne ménager aucun effort pour l'approfondissement d'une coopération multiforme et prometteuse entre les deux pays. Je vous le disais en titre, Alger abrite aujourd'hui le sommet Algeria Future Energy. Les travaux se sont ouverts ce matin en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et du ministre de l'Énergie Mostafa Guitouni, co-organisé par le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et la société britannique de conférences, d'exposition et de formation sur l'énergie et les infrastructures. Avec la participation active de Sonelgaz, le sommet du pétrole et du gaz se tient sous le thème de la diversification, l'innovation et l'investissement. Cet événement regroupe des leaders mondiaux de l'industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres de l'énergie et les secrétaires généraux de l'OPEP et du Forum des pays exportateurs de gaz. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Ahmadou Yahya a indiqué que l'Algérie entend relever plusieurs défis énergétiques avec le concours de ses partenaires extérieurs. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Parler de l'avenir énergétique de l'Algérie, c'est parler des moyens pour mon pays de poursuivre son processus de développement ainsi que ses efforts de diversification économique et d'avancée sociale. Car les hydrocarbures contribuent encore à hauteur de 40% aux recettes du budget de l'État et représentent toujours plus de 90% des revenus extérieurs du pays. Je félicite donc la compagnie nationale Sonatrach d'avoir organisé cet événement et je remercie tous ceux qui ont contribué à sa tenue. Ma présence parmi vous ce matin se veut un témoignage de l'intérêt particulier que le gouvernement algérien accorde à vos assises. Elle m'offre également l'occasion de vous entretenir sur les atouts, les défis et la démarche avec lesquels l'Algérie devra composer pour conforter ses capacités et son rôle dans le domaine de l'énergie. L'Algérie dispose également d'un potentiel énergétique important dont je rappellerai notamment des réserves prouvées d'hydrocarbures conventionnels de 4 000 milliards de tonnes équivalent pétrole, dont 2 tiers en gaz, un domaine minier de 1,5 million de kilomètres carrés, dont près de 2 tiers non encore explorés, de grandes réserves de ressources énergétiques non conventionnelles que les agences spécialisées classent au 3e rang mondial, un gigantesque potentiel d'énergie renouvelable, notamment solaire, enfin une proximité des marchés européens auxquels l'Algérie est déjà reliée par des gazoducs, en même temps que mon pays dispose de capacités appréciables pour la liquéfaction du gaz naturel et son expédition vers des contrées lointaines. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a également indiqué que le gouvernement s'attelle à la mise à jour de la loi sur les hydrocarbures en vigueur qui aboutira dans quelques mois pour rendre plus attractif l'investissement dans le domaine minier du pays. De nombreuses compagnies étrangères s'intéressent d'ailleurs à l'investissement en Algérie. En marge des travaux du sommet, Sonatrach a signé 4 accords importants avec ses partenaires concernant l'exploration offshore, l'exploitation des ressources non conventionnelles
et les énergies renouvelables. Les 2 premiers accords ont été signés entre Sonatrach et ses 2 partenaires Total et Eni. Ils concernent l'exploration et l'évaluation du potentiel pétrolier du bassin offshore algérien dans ses parties orientales et occidentales. L'autre accord signé entre Sonatrach et Total a pour objet d'identifier de nouvelles opportunités de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Et le 3e accord a été signé par Sonatrach et Eni et concerne un accord de cession de 49% des intérêts de Sonatrach sur les 3 périmètres de recherche Zimlet El Arbi, Sif Fatima et Orhoud 2 au profit de Eni. Autre événement à enregistrer pour ce lundi, le 23e Salon international du livre d'Alger qui s'ouvre aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Il doit être officiellement inauguré par le Premier ministre Ahmedou Yahya. 1 millier d'éditeurs entre Algériens et étrangers y participent, proposant une rentrée littéraire riche en nouvelles publications. Le Salon du livre prévoit la participation de 47 pays et la Chine est l'invité d'honneur de ceci-là. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, mardi, une visite de travail en première région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice aérien avec munitions réelles qui sera exécuté par des hélicoptères de combat, suivi d'un héliportage au niveau du polygone central de l'air à Hassi Bahbah. Le comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA, un mécanisme de renforcement et de diversification des relations économiques, industrielles et commerciales entre l'Algérie et la France, créé en mai 2013, tiendra sa 5e session aujourd'hui à Paris. Les travaux auxquels prennent part le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, seront co-présidés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, est à Doha, au Qatar, pour prendre part au salon de la sécurité intérieure et de la défense civile Milipol Qatar. La 12e édition du salon international de 3 jours s'ouvre aujourd'hui avec la participation de 35 pays et plus de 200 institutions. Cette manifestation internationale annuelle est organisée en alternance à Qatar et à Paris. Autre titre de l'actualité, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale a entamé hier les auditions sur le projet de loi de finances 2019 avec le ministre des Finances et les directeurs centraux concernés par ce ministère. Le projet de loi de finances 2019, je vous le rappelle, a été élaboré sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent et maintient tout de même la politique sociale de l'État. Karim Haïfa. Élaboré sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent tout en étant adossé à des dépenses budgétaires en légère baisse, le projet de loi de finances 2019 maintient la politique sociale de l'État en tablant sur une accélération de la croissance en 2019 grâce à l'industrie, au bâtiment et à l'agriculture. C'est ainsi que le cadrage retenu pour l'exercice prochain table sur un prix de pétrole à $50 le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%. Sur le plan budgétaire, le projet de loi de finances 2019 prévoit des recettes de 6 500 milliards de dinars en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2 700 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. Selon les concepteurs du projet de loi des finances, une enveloppe budgétaire de près de 1 800 milliards de dinars sera allouée aux transferts sociaux avec des crédits budgétisés pour ces transferts qui couvriront plus de 445 milliards de dinars destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 milliards de dinars seront attribués aux retraites, auxquelles s'ajoutera une dotation d'appui de 500 milliards de dinars à la Caisse nationale de retraite. Des transferts sociaux qui comportent également des aides pour les secteurs de la santé et de l'habitat. Pour le budget d'équipement, sa consistance confirme la poursuite de l'engagement de l'État en faveur du développement économique et social, avec notamment des dotations de 625 milliards de dinars pour le développement humain, près de 1 000 milliards de dinars pour le soutien multiforme au développement économique et 100 milliards de dinars au développement local. Dans son volet législatif, le projet de loi de finances prévoit des mesures destinées notamment à améliorer la gestion des finances publiques ainsi qu'à renforcer la lutte contre la fraude, ainsi que des mesures encourageant le secteur industriel, avec notamment l'introduction d'un dispositif anti-abus qui permettra de limiter la déduction de certaines charges effectuées par les sociétés soumises à l'IBS, impôt pour le bénéfice des sociétés, ou encore la révision des taux des droits de douane
et de la TVA pour juguler l'importation de certains composants intermédiaires dans le photovoltaïque. D'autre part, le projet de loi autorise le Fonds national d'investissement à accorder des prêts à long terme jusqu'à 40 ans à taux bonifié à la Caisse nationale des retraites afin de renforcer les capacités de cette caisse pour la liquidation des retraites, sachant que des mesures visant l'atteinte de son équilibre financier à terme ainsi que l'amélioration de la couverture financière du système national des retraites sont d'ores et déjà prises par les pouvoirs publics. La mise en place d'un mécanisme de tri sélectif des déchets ménagers au niveau des décharges est impératif, a rappelé la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarwati, en visite de travail dans la wilaya d'El Oued. Un mécanisme qui facilitera l'opération de récupération et de traitement. Camélia Melal. Dans la zone industrielle d'El Foulia, à El Oued, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarwati, s'est enquise des activités d'une entreprise de traitement des déchets organiques et du compostage. D'un investissement de 100 millions de dinars, cette entité économique privée versée dans la production des entrants agricoles, organiques et le recyclage des déchets est en phase expérimentale pour une production de 10 tonnes par jour des engrais pour passer prochainement à une production de 50 tonnes par jour. Notre objectif est de réduire les déchets jetés et récupérer ce qu'on peut transformer. Comme vous constatez, c'est un projet qu'on a baptisé Amis de l'environnement. Fatma Zahra Zarwati a pris part à une exposition de projets de tri sélectif des déchets au niveau de la cité universitaire Fi Sofia Bachir, où elle a appelé à l'intérêt de la généralisation de cette expérience aux autres structures similaires afin d'ancrer ce mécanisme et cette culture chez le citoyen à partir de l'institution universitaire. Il faut adopter un mécanisme de tri sélectif des déchets ménagers au niveau des décharges pour faciliter l'opération de récupération et de traitement. Aujourd'hui, j'ai constaté avec satisfaction le lancement d'une opération de tri de déchets au niveau des cités universitaires. Venir à bout des déchets sous toutes leurs formes et garder un environnement propre suppose l'encouragement de ce genre de projet en levant toutes les contraintes, car la récupération et le recyclage constituent une industrie à part entière et une source de revenus certaine. Le ministre des Ressources en eau était quant à lui à Tlemcen. Hossein Nassib a inspecté de nombreux projets, dont le méga-projet de Chott El Gharbi, qui devra alimenter 3 wilayas de l'ouest du pays, outre l'irrigation de plus de 6000 hectares de terres agricoles. Manel Boutouaba. Le ministre des Ressources en eau a inspecté durant sa visite à Tlemcen plusieurs projets relevant de son secteur. Outre l'inauguration de la station de pompage de Sidi Hafif dans la commune de Terni Benihdil pour faciliter le pompage de 10 000 mètres cubes d'eau de mer dessalée vers 5 collectivités, Hossein Nassib a entre autres donné le coup d'envoi de l'alimentation des citoyens de 5 communes du sud de la wilaya en eau potable à partir de 4 réservoirs principaux de 5 000 mètres cubes chacun au titre du méga-projet de Chott El Gharbi. Il fait partie des grands projets d'irrigation. C'est un projet structurant décidé par le président de la République dans le cadre des projets de développement du secteur des ressources en eau. Chott El Gharbi permettra le transfert d'eau sur une distance de plus de 600 km et fournira 40 millions de mètres cubes par an d'eau potable au profit de la population de 3 wilayas. L'on citera la wilaya de Naama, 5 communes du sud de Tlemcen qui avaient de l'eau potable un jour sur 3 ou un jour sur 4. Elles auront de l'eau désormais quotidiennement et prochainement 24 heures sur 24. Même chose concernant le côté sud-ouest de la wilaya de Sidi Bel Abbès, dont 9 communes profiteront de ce projet. Par ailleurs, et outre son importance stratégique, Chott El Gharbi permettra de créer plus de 6 000 hectares de nouveaux périmètres agricoles irrigués. أكثر من ذلك بالطابع الاستراتيجي نتاع هذا المشروع المهيكل هو استحداث أكثر من 6000 هكتار من أراضي مسقية. La visite du ministre a été également marquée par une halte à l'Institut africain de l'eau, des énergies renouvelables et des changements climatiques de l'université Abou Bakr Belkaïd. Par ailleurs, dans un point de presse, Nassib a indiqué que le taux de couverture actuel de l'eau potable à Tlemcen est estimé à 90%.
Il devra augmenter dès le début de l'année prochaine, après l'achèvement des projets du programme d'urgence d'alimentation en eau potable. Il a rappelé au passage que Tlemcen dispose de capacités hydriques importantes, dont 5 barrages, 2 stations de dessalement et des nappes phréatiques. Un peu plus de 2000 logements de type locatif et ruraux ont été remis à leurs bénéficiaires à Adrar. Cette cérémonie de remise des clés s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Naïma Haouch. À la veille de la célébration du 1er novembre et dans le cadre du programme du président de la République, les autorités locales de la wilaya d'Adrar ont attribué un total de 1380 logements publics locatifs LPL au profit des bénéficiaires lors d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya. Un autre lot de 2000 unités est également prévu dès 6 décembre prochain. Nous considérons cet événement comme une fête, et ce, à plus d'un titre, car ça coïncide avec la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, grâce à laquelle nous vivons dans la stabilité aujourd'hui. C'est également le fruit du programme du président de la République. Cette cérémonie a été organisée en présence des autorités locales et des familles des bénéficiaires. La distribution de ce quota a atteint un total de 2130 logements locatifs et ruraux. Nous sommes très heureux de cette occasion et de la distribution des logements. Merci au président de la République. Je remercie les autorités locales et j'espère que ceux qui n'ont pas encore bénéficié de logements le seront à leur tour la prochaine fois. L'opération de relogement se poursuivra jusqu'à la fin de l'année en cours. Il s'agit de la plus grande opération de distribution de logements de l'histoire d'Adrar, avec 6000 logements, toutes formules confondues. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la base ou de la bande frontalière de Bourj Badji Mourtar, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre de 12,7 mm, 4 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil à répétition, 4 roquettes anti-chars, 2 grenades, et un porte-mitrailleuse de 12,7 mm ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à près de 3000 balles de différents calibres. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasat, Ingzem, Bourj Badji Mourtar, 68 orpailleurs et 5 contrebandiers et saisi 2,2 kg de TNT, 15 détonateurs et ainsi qu'un fusil de chasse. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Annaba et Tlemcen 4 narcotrafiquants et saisi un peu plus de 23 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 3 individus en possession de près de 5000 comprimés psychotropes, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale qui précise également que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khanchla, El Tarf et Batna, ainsi que Rolizane, 6 individus en leur possession, 3 fusils de chasse, un pistolet de confection artisanale, une quantité de munitions, ainsi que des produits explosifs et des outils de remplissage de cartouches, alors qu'une tentative d'immigration clandestine de 11 personnes ont été déjouées à Tipaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau promis de s'opposer à toute proposition de paix au conflit israélo-palestinien du président américain Donald Trump. C'est l'actualité internationale en bref et résumée par Boucha Boali. S'exprimant à l'occasion d'une réunion du Conseil central palestinien, Mahmoud Abbas a de nouveau promis de s'opposer à toute proposition de paix au conflit israélo-palestinien du président américain. À noter que l'administration Trump doit proposer un plan de paix dans les mois à venir, une initiative comparée par le président palestinien à la déclaration Balfour de 1917, par laquelle le gouvernement britannique se disait favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, alors sous domination de l'Empire ottoman. Le plus grand pays d'Amérique latine a basculé dans l'extrême droite avec l'élection sans grande surprise du très controversé Jair Bolsonaro qui a promis de changer le destin du Brésil.
Ex-capitaine de l'armée de 63 ans, Jair Bolsonaro a été élu président haut la main dimanche avec 55,15% des voix contre 44,85% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Un Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui transportait 189 personnes s'est abîmé lundi matin au large des côtes indonésiennes et a coulé en mer peu après son décollage de Jakarta. Le commandant de bord avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 du matin, soit 23h30 GMT. Selon le PDG de la compagnie aérienne indonésienne, l'appareil avait subi récemment des réparations suite à un problème technique. La 4e édition du Rallye Sahari International démarra jeudi, le 1er novembre de Souidania dans la capitale. Des pilotes algériens étrangers y prennent part. Abdelmajid Benrassi les a rencontrés. Reportage. Et déjà une 4e édition du Rallye Sahari International. Un challenge qui est en train de s'imposer doucement mais sûrement dans les agendas des rallyes internationaux. Le départ de cette nouvelle édition est prévu pour le 1er novembre prochain à partir de Souidania à Alger. Dédié à la mémoire du défunt Cheikh Belloul. C'est une 4e édition qui va connaître encore d'autres améliorations techniques. Là, nous sommes devant, bien sûr, vous voyez l'arrivée de certains participants, parmi les 69 qui vont participer à cette 4e édition. Pilotes étrangers. Pilotes, oui. Pilotes, équipages et tout ça, participants étrangers qui sont, donc là, c'est un groupe qui est venu par bateau, donc sur Alger. On a un autre groupe qui vient sur Oran, donc Almeria Oran. Et nous avons un autre groupe qui va venir par voie terrestre, donc sur les frontières algéro-tunisiennes. Un rallye et des nouveautés pour cette année. Nous avons changé de système parce que les concurrents, les participants doivent avoir en permanence la sécurité avec eux. Alors le système Stellar, la particularité cette année, par exemple, nous donnons ce qu'on appelle le système Sentinelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au volant de votre véhicule à rouler dans les dunes, si quelqu'un est plus rapide que vous et veut vous doubler, le système vous alerte. De la participation étrangère, mais surtout de grands pilotes à l'image de ce concurrent belge. 127 équipages entre autos, camions et motos prendront le départ. J'ai 28 participations au Paris-Dakar et donc j'ai eu l'occasion de venir en Algérie dans les premières années, donc dans les années 80, qui était d'ailleurs le Paris-Alger-Dakar. Et donc là, j'ai découvert ce merveilleux pays. Et puis, quand j'ai entendu dire que le rallye d'Algérie renaissait et qu'il était de nouveau d'actualité, eh bien, j'ai pas hésité à m'engager cette année-ci. Oui, on est heureux d'être là, en tout cas, ça c'est sûr. Heureux d'être là et découvrir le désert algérien, qui est l'un des plus beaux déserts. Alors bon, on va pas descendre jusqu'en bas, mais ça fait rien. Ça va être déjà une très belle découverte. On est très heureux d'être là, c'est vrai. I'm very excited to be here. I've heard many wonderful things. I'm really looking forward to going to the Sahara Desert and to go racing in the desert. Des étrangers, mais aussi des Algériens, à l'image de ce couple d'Algériens établis en France, venus participer à cette édition. C'est la 3e fois. On avait une autre voiture à l'époque, mais là cette année, c'est la première fois qu'on vient avec la voiture, avec celle-là. Donc, un petit mot. Alors moi c'est un équipage 100% féminin algérien et on court avec le SV. C'est mon 4e rallye d'Algérie. J'ai participé à toutes les éditions précédentes. Donc voilà, encore une fois, je suis présent. C'est tout à fait normal. Voilà, donc déjà on est sur la 4e édition du Sahari Rallye donc algérien et qui prendra son départ à partir d'Alger comme d'habitude et ça sera le 1er novembre. Du 4e art dans ce journal, une pièce théâtrale intitulée La Silencieuse a été jouée au Théâtre régional de Constantine. Le spectacle est une adaptation du roman Le journal d'une femme de chambre de l'écrivain français Octave Mirbeau. Nesrine Ben Saidi. Sekita ou Silencieuse, une pièce théâtrale mise en scène par Toun Saït Ali, écrite par Halim Rahmouni. Le spectacle est une adaptation du roman Le journal d'une femme de chambre de l'écrivain français Octave Mirbeau. Sekita relate le quotidien d'une femme qui souffre au milieu d'une société pleine de tabous. C'est à travers une touche humoristique que l'écrivain a voulu transmettre un message dédié à toutes les femmes qui souffrent en silence.
Nous avons choisi le titre Sekita ou silencieuse parce qu'aujourd'hui cette femme va parler et briser tous les tabous. Sekita va parler au nom de toutes les femmes qui souffrent en silence, celles qui n'ont pas encore trouvé leur place dans cette société. Sekita, exactement Sekita, parce que pourquoi exactement Sekita? Parce que nous n'avons pas encore trouvé une femme assez forte pour crier haut et fort et dénoncer les fléaux de société dont l'harcèlement de tout genre. Ce que nous avons voulu transmettre à travers cette pièce, c'est surtout les souffrances des femmes pauvres et les violences qu'elles subissent. La violence contre la femme, 3 rôles, 3 personnages, Tileli Salhi, Houriya Bahloul et Wassila Arij, qui ont incarné les rôles de Lélie, Eli et Ilo. Les 3 personnages ont mis en évidence l'harcèlement de tout genre dont souffrent les femmes aujourd'hui. C'est la haute saison touristique au sud du pays, à Béchar. Les touristes sont toujours impressionnés par les paysages qu'offre la Saoura et découvrent toujours avec émerveillement les qsours de la région. Hassiba Abdallah. La Saoura, cette région féerique du sud algérien, a toujours suscité la curiosité des touristes et des chercheurs. En plus de ces fabuleux paysages, ils viennent admirer ces qsours, des citadelles datant de plusieurs siècles et construites de façon à respecter le mode de vie de la région. La hauteur de ces tours peut atteindre 12 voire 18 mètres. Des qsours qu'on trouve de Lougarta au nord jusqu'à Al-Qsabi au sud. Pratiquement chaque groupement d'habitation a son propre qsar. Le plus ancien, selon les études faites jusque-là, dépasse les 6 siècles. Ces qsours ont été souvent sujets aux caprices du climat local, mais ils sont rénovés à chaque fois. L'architecture traditionnelle locale est inspirée de la nature. Simple et modeste, elle se marie parfaitement à l'environnement qui l'entoure. La construction des qsours se faisait avec des matériaux locaux, comme la tourbe pour les murs et les vieux palmiers étaient pour les toitures ou tinda en tamazight. Même étant située au cœur du Sahara, la Saoura profite d'un héritage inestimable. Un patrimoine original qui ne cesse de fasciner les touristes du monde entier. De très belles images. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nejma Harch pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.